Salut tout le monde, je suis Hazard. On se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réagir à une des chaînes que j'aime beaucoup, Didi Chandouidoui. Vous connaissez sûrement, voilà. Ou Didi, maintenant il a changé. Et la vidéo, c'est, je vais vous dire... attendez. Je vais vous dire, la vidéo, c'est le département le plus étrange de France. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis Hazard. Et c'est parti. On commence maintenant, faut juste que je regarde quelques trucs. Sur les terres du Cantal, contrée où se murmurent à chaque coin de forêt les échos d'un passé mystérieux et où se mêlent histoire et légende depuis des millénaires. Territoire volcanique parsemé de lacs, de ruines. Tant de pub. Sur la rive droite de la Maronne s'élève le château de Branzac, construit au XVe siècle et abandonné depuis plus de 100 ans. Autrefois une importante viguerie, ces ruines solitaires continuent d'impressionner les promeneurs les plus curieux. On pourrait dire que le château de Branzac est un peu le centre névralgique de tous les lieux étranges du Cantal. Non. Je savais même pas que ça existait ce lieu. Branzac. C'est beau, franchement. Pas qu'il soit le plus ancien ou le plus impressionnant, mais car de nombreuses légendes y sont associées. Des légendes autrefois connues de tous et que l'on peut étrangement retrouver un peu partout ailleurs dans le département. Complètement abandonnée, la ruine fut aussi bien souvent le théâtre des jeunes explorateurs du coin, avant qu'elle ne se trouve complètement scellée. Beaucoup ont commencé à s'intéresser au mystère du Cantal en partant de ce lieu précis, tout comme les personnages de Collège Noir qui se retrouvent embarqués dans toute une aventure dès l'instant où ils mettent les pieds ici. Le château est interdit d'accès. Je ne vous conseille donc pas d'y pénétrer. Le risque d'éboulement est élevé et il serait dommage que vous deveniez l'un des fantômes qui errent entre ces Effectivement. J'ai pas vu le screamer, merde, je me suis fait avoir. Bon bah désolé Didi, le screamer a foiré. Mais c'est beau, hein, stylé, il faudrait trop que j'aille visiter. Et il faudrait aussi que j'achète l'application de Didi, parce qu'il a une application qui te donne des accès un peu aléatoirement en France. Des lieux insolites, un peu sur la France, et je trouve ça pas mal. De toute façon, c'est beau. Wow. Tunnels souterrains magiques, malédictions, spectres, trésors secrets, présence du diable, dame blanche, on a raconté et on raconte toujours autant de récits étranges sur ce lieu. Mais parmi les étrangetés les plus bizarres du château de Branzac, impossible de ne pas vous parler du puits de l'horreur. Un trou profond et parfaitement vertical, garni de lames de faux entrecroisées. Dans ce puits, on y faisait couler le sang de la justice de Branzac. Les criminels y étaient précipités, dont les corps se déchiquetaient sur les lames, encore noircies du sang séché des précédentes victimes. Au fond de ce puits que les... Putain, mais ils ont toujours des idées pour tuer des gens, torturer des gens, mais ils ont jamais d'idées pour régler les problèmes. Nos ancêtres, ils étaient un peu spéciaux quand même. Les archéologues n'ont jamais retrouvé d'ailleurs, partait une galerie qui communiquait avec la Maronne, dans un coude de la rivière qui porte toujours aujourd'hui le nom de gouffre des oubliettes. Pendant longtemps, les anciens disaient que nulle part ailleurs dans le monde, on ne trouvait des truites aussi charnues. Toutes ces légendes, on ne sait pas trop d'où elles sortent vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que dans la salle principale du château, il y avait des fresques murales partout. D'ailleurs, on les voyait encore parfaitement au début du XXe siècle. De nos jours, ceux qui y sont rentrés avant que le château ne soit scellé définitivement affirment qu'il ne reste plus rien de ces fresques, si ce n'est quelques traces perdues dans les entrelacs du temps. On pouvait y voir la déesse Diane, une hotte pleine de rats, des gardes portant des hallebardes, un astrologue barbu, un docteur assis dans un fauteuil et plein d'inscriptions énigmatiques. Par exemple, à côté de l'astrologue barbu, on pouvait y lire « Ne te fie, tu te seras trompé ». À côté du gardien, qui rit la mort, qui méditait rapporte, n'entre point séant, je lui défends la porte. Toutes ces peintures murales commandées... Excusez-moi, mais j'ai rien compris. Au deuxième. Peut-être je suis con, mais j'ai rien compris. Et par Camille Caracciolo, une des filles d'honneur de Catherine de Médicis, qui était à ce moment-là la comtesse d'Auvergne, ont toujours suscité un mélange d'effroi et de fascination. Il est donc probable que toute l'aura maléfique qui émane du lieu ne vient en réalité que de l'incompréhension de ces fresques énigmatiques. Quoi qu'il en soit, on dit que la dame blanche qui erre dans les ruines n'est autre que, justement, Camille Caracciolo, et qu'elle attend la nuit pour continuer de faire couler
le sang de la justice de Branzac. Putain, c'est vraiment spécial. Waouh, c'est beau. Je vous présente la cascade de Salins, considérée par beaucoup comme la plus belle cascade d'Auvergne. L'Auze, qui prend sa source sur le plateau en amont, se fracasse le long de la falaise dans une chute vertigineuse de 30 mètres, perdue dans un diaporama à couper le souffle sous l'ancien aqueduc de Salins. Le cadre est magnifique, c'est sûr. Chut. Mais justement, il est là c'est le beau. piège. Beaucoup se contentent d'admirer le lieu comme si cette vue était la récompense de leur long périple. Et quelle récompense, on est d'accord, mais et si cette cascade ne faisait que cacher la réelle récompense? Quoi, il y a un Caché autre. derrière le débit, un petit renfoncement à l'abri des regards abrite l'une des sources les plus mystérieuses du Cantal. Fondi Druidis Gary Lagourmeau renseigne une vieille pancarte. Au sol, ce qui ne ressemble qu'à une vulgaire flaque de boue fut en réalité il y a longtemps considérée comme une source miraculeuse. Cette petite grotte, ancien lieu de culte gaulois, fut probablement le théâtre de bon nombre rituels druidiques, bien qu'il soit impossible de l'affirmer puisque les druides ne laissaient que très rarement d'écrits détaillés sur leurs coutumes. Mais en l'absence de toute légende associée au lieu, il est probable qu'elle ait été appelée Fontaine des Druides pour la simple raison que des druides y opéraient quelques rites magiques. Putain, c'est beau, hein. Bien que la pancarte enseigne que cette source miraculeuse guérit la gourme, on sait de sources sûres que durant le Moyen-Âge, les gens s'y rendaient. J'ai on a les mêmes sources près de chez moi. Du coup, t'as une sorte de rivière qui fait. Enfin, t'as une rivière qui fait à peu près 30 mètres. Enfin, une rivière. T'as une fontaine qui fait à peu près 30 mètres. Et franchement, c'est magnifique. Très très beau. Putain, maintenant je veux y aller. Putain, ça me saoule. Pour guérir la teigne. Encore plus étrange, contrairement à la plupart des fontaines de France, cette fontaine ne fut jamais christianisée, et ce culte païen va donc durer pendant de nombreux siècles. Un lieu en dehors du temps, magique, secrètement caché derrière une cascade monumentale, à ne surtout pas manquer si vous vous organisez un petit road trip dans les parages. Oh oh. Dès le VIe siècle, le plateau de Trizac, au nord du département, perché à 1500 mètres d'altitude, était voué à l'élevage des bovins. Partout autour du plateau, on y retrouve aujourd'hui des vestiges de villages abandonnés comme Nocelles, Baudange, Jalène, Frédemont ou Clos de Plume. Putain, c'est Des beau. villages désertés dont il ne reste quasiment plus rien. Mais parmi tous ces vestiges, un village abandonné ne cesse d'attiser la curiosité des promeneurs, des explorateurs et des chercheurs de trésors. Ce village, c'est celui de Coteugue, qu'on appelle aussi la Cité perdue ou la Cité des Fées, qui se cache dans le bois du Marilou. Et si cet endroit intrigue, c'est principalement pour 3 raisons. La première, c'est qu'il s'agit de la cité médiévale ruinée la plus importante du Cantal. Contrairement à beaucoup d'anciens villages qui possédaient des maisons de bois, ici on a des cases, c'est-à-dire des maisons en pierre sèche et semi-enterrées, d'où l'abondance Chez de nous, vestiges de l'autre encore côté. bien visibles. La deuxième raison, c'est que si les archéologues estiment que la ville a été désertée à la fin du XIVe siècle, les historiens, eux, n'arrivent pas à percer le mystère entourant cet abandon. Il n'existe aucun écrit, ni aucune trace justifiant le départ de tous les habitants. Il n'y avait pas de corps non plus lors des fouilles effectuées dans les années 90. La vie dans la cité s'est comme volatilisée subitement, sans que l'on ne puisse savoir pourquoi. Mais la troisième raison, la plus étrange, What? c'est que dès la fin du Moyen-Âge, divers témoignages vont affirmer que des esprits habitent la cité perdue, et qu'on pourrait les rencontrer une fois la nuit tombée. Très vite, les superstitions vont faire de l'endroit un village hanté par des fées machiavéliques. On racontait que la cité abritait des trésors, notamment une table d'or qui, quand elle était prélevée de l'endroit, entraînait de nombreux maux sur toute la région. Pour découvrir les merveilles cachées du bois de Marilou, la tradition rapporte qu'il faut trouver la dalle portant un anneau de bronze qui recouvre l'entrée d'un souterrain. Une dalle qui n'apparaîtrait que lors de la célébration des offices du jeudi saint et du dimanche de Pâques. Putain. Il faut trop que j'aille ces lieux. Comment ça s'appelle? Attendez, excusez-moi.
le château de Bronzac, la fontaine des druides, la cité perdue de... Ok. Putain, il faut trop que j'aille à ces lieux. Hein. Je vais faire un Nul vlog ne sait un d'où jour. viennent ces légendes de fées et de trésors, à croire que les habitants des alentours ont eux-mêmes oublié qu'un réel village se trouvait là quelques années plus tôt. La cité de Kotug, surnommée la cité perdue, semble donc bien mériter son titre. Personne ne peut expliquer comment les gens ont pu oublier cet endroit, pourquoi il fut abandonné et surtout, d'où viennent toutes ces superstitions. Si vous vous y rendez, alors faites gaffe, on dit que les fées qui y sont toujours ne sont pas très accueillantes. Putain. De loin, on croirait un simple rocher. En s'approchant, on Ça, c'est devine beau. une statue de la Vierge à son sommet. C'est finalement à ses pieds qu'on réalise que ce gros monticule verdoyant n'est autre qu'une chapelle monolithique. Bienvenue au sanctuaire Saint-Michel de Fontanges. Un sanctuaire qui a été édifié sur les ruines de l'ancien château féodal de Fontanges, aujourd'hui totalement détruit, qui s'appuyait sur ce qu'on appelait il y a longtemps le rocher de Saint-Michel et qui servait à surveiller la vallée. Au XIIIe siècle, les archives mentionnent déjà ce rocher sous le nom de l'archange Michel, en précisant qu'une petite chapelle couronnait même son sommet. Celle-ci était dédiée aussi bien à l'archange qu'à la Vierge Marie. Le village de Fontanges et son culte du rocher de Michel vont traverser les siècles et rien ne brisera cette sérénité spirituelle aussi profonde Putain, c'est beau. qu'insolite. Mais quand vint la Révolution, Eh, franchement, les gens, on peut prendre un moment pour apprécier. le petit sanctuaire au sommet Regardez, putain, c'est beau les maisons. C'est trop beau. sera détruit et ces pierres seront toutes utilisées pour construire des bâtiments à proximité. Cependant, les Regardez ça. Putain, c'est beau. Oh, c'est beau. villageois restèrent attachés à ce célèbre rocher Saint-Michel et ils ne voulurent pas l'abandonner. C'est à la fin du 19e siècle que la paroisse coiffe le sommet d'une statue de l'Immaculée Conception, une statue de 4 mètres de haut pour lui redonner sa vocation spirituelle. Mais au début du XXe siècle, les paroissiens ont une meilleure idée encore. Ils décident de transformer le rocher de Saint-Michel en chapelle à grands coups d'explosifs. La chapelle monolithique de Fontanges était née. Appelé aujourd'hui chapelle Saint-Michel, le sanctuaire est de toute petite taille, mesurant 15 mètres de long sur à peine 12 mètres de large. Le lieu s'ouvre sur une jolie porte en fer forgé, quelques ouvertures viennent éclairer l'intérieur d'une douce lumière. Comme un hommage, des blasons rappellent la mémoire des anciens seigneurs de Fontanges. Et chaque dernier dimanche de septembre, lors de la fête de l'Archange, les villageois se rendent dans ce lieu surprenant pour affirmer leur dévotion à Marie et à Saint-Michel. Une tradition qui perdure aujourd'hui depuis plus de 100 ans. Putain. Putain, c'est beau. Faut trop que j'aille là-bas. La Pour cascade cette histoire, je vous laisse avec Ulysse, le réalisateur de Collège Noir, en plus d'être le créateur des BD qui en sont à l'origine. Je me trouve dans la vallée de la Jordan, un bel endroit, charmant et reposant, où les familles partent en balade pour se ressourcer. Putain, c'est Comme beau. quoi les choses ont bien changé. Car il y a des siècles, une superstition collait à la peau de cet endroit. Au fin fond de la vallée se cache la cascade du Luc, une cascade qui appartiendrait à un génie maléfique. Amanda et Saint-Julien, le village le plus proche de la vallée, ont raconté autrefois que le génie venait tourmenter les villageois qui ne lui avaient pas rendu visite. Entouré de son armée de lutins, il se rendait dans les rues du village pour durcir le pain, rendre indigestes les plats et semer des punaises dans les lits. Pour empêcher de nouvelles vengeances, les habitants se rendaient alors dans la vallée, jusqu'à cette cascade, afin de lui confier quelques offrandes dans l'espoir de l'apaiser. Malheureusement, je pense que l'arrêté, c'est qu'il y avait des mecs qui s'amusaient à saboter le village et se faire de l'argent en faisant penser aux autres que. Enfin, en faisant croire aux autres que voilà, l'endroit est maudit, il faut que vous donniez des offrandes pour pouvoir être tranquille. Et je pense que malheureusement, souvent, on se foutait de la gueule de ces gens-là. Malheureusement.
Ancien dieu païen transformé en diable par l'église, ou simple légende sans fondement? On ne sait pas. Mais les villageois de Mandaï ont accusé ce génie de bien des maux, et il venait ici non pas pour se ressourcer, mais bien pour calmer sa fureur. Cette ancienne tradition est très peu sourcée. On ne sait pas d'où elle vient, combien de temps elle a duré, ni comment elle s'est terminée. Aujourd'hui, très peu de gens connaissent cette histoire. Mais si vous habitez à Mandaï et qu'il vous arrive des choses pas nettes, ne cherchez pas plus loin. C'est sûrement la faute du génie de la cascade du Luc. Oh, c'est déjà fini. Oh merde. What? Sur la commune de Lavessière se cache la mystérieuse roche percée, un antique habitat troglodyte dont on pense qu'il fut probablement utilisé dès la préhistoire, bien qu'aucune preuve directe ne vient attester cette hypothèse. La première mention écrite de la structure nous vient de Grégoire de Tours, qui nous révèle que, durant l'Antiquité, cette roche était utilisée par les habitants pour se réfugier lors des attaques ennemies. Cependant, c'est à la fin du VIe siècle que l'endroit va devenir le théâtre d'une histoire qui se fera connaître dans toute la région, si bien que, même dans Collège Noir, plus de 1500 ans plus tard, on y fait encore référence. Connaissez-vous Calupan ? Il s'agit de l'un des premiers évangélisateurs d'Auvergne et par extension de l'un des saints les plus populaires du pays. Son histoire religieuse débute au monastère de Méalé près de Mauriac où il fait vœu de pauvreté et d'abstinence. Ces vœux l'empêchent alors de se donner aux travaux des champs, ce qui lui vaut de vifs reproches de ses camarades inquiets pour la richesse du monastère. Écœuré par cette mentalité, Calupan décide de prendre le chemin de l'ermitage et de se retirer dans la fameuse grotte de la Roche-Percée. Maintenant, isolé, Calupan se nourrit de racines, ne sort jamais de sa tanière et passe ses journées à prier. Parfois, les serpents s'enroulent autour de son cou et accompagnent le saint dans ses méditations. Calupan racontera même avoir rencontré 2 dragons dans la forêt qu'il terrassa grâce à la Regardez ça, c'est beau. Waouh, mais c'est incroyable. foi chrétienne. Aujourd'hui, on l'aurait probablement insulté de mytho, mais à l'époque, ces récits résonnent dans le cœur des habitants qui commencent à venir en nombre afin de lui présenter des offrandes. En retour, Calupan les remercie en leur donnant sa bénédiction. Mais un jour, un Ah, le gars se fait de la thune sur la dos déjà. pauvre homme, sourd, va faire l'ascension jusqu'au sein. Et celui-ci, touché par l'effort du vieil homme, lui touche les oreilles. Par miracle, l'homme retrouve l'ouïe. À cette nouvelle, des centaines et des centaines de personnes acheminèrent des infirmes jusqu'à l'ermite et de nombreux miracles eurent lieu. Les journées de Calupan étaient désormais rythmées par de nombreuses visites, que ce soit pour une guérison, une bénédiction ou pour des simples conseils. On relate que Calupan communiquait et bénissait en passant sa main dans une petite ouverture depuis Regarde le la haut de la caméra. grotte. La Cette qualité de la histoire caméra. fit tant de bruit que l'évêque de Clermont, Saint Adu, ainsi que Grégoire de Tours lui-même, vint rendre visite à l'ermite. Le premier, impressionné par sa foi, ordonna Calupan diacre et le canonisa, tandis que le deuxième raconta sa vie dans son livre La vie des pères au chapitre 9. À l'âge de 50 ans, Calupan, fortement affaibli, meurt dans sa grotte et ses fidèles enterrent son corps à l'entrée de celle-ci. Un lieu en dehors du temps, aussi grandiose et original que l'histoire qu'il abrite. N'hésitez pas à faire un détour si vous êtes dans les parages pour venir y méditer, à l'image de ce bon vieux Calupan. Putain, c'était en stylé. Toi, t'étais là. Et Oh. ouais. Et si je vous disais la qu'au tombe à la beau dame milieu de nulle part se trouvait une sépulture dont on ne sait rien, je pense que vous trouveriez ça un minimum bizarre. Pourtant, une telle tombe existe dans le Cantal. Voici la tombe à la dame. Alors ouais, le lieu est pas dingue, c'est un bout de chemin dans le trou du cul du monde comme on dit, où quasiment personne ne passe. C'est pas spécialement beau ni grandiose, mais ce sarcophage intrigue les connaisseurs depuis des années. Putain. En plus, c'est même Aucune pas fait. histoire n'est liée à cette tombe. Aucune. Aucun culte, aucune légende, aucun hommage, rien. Seule une rumeur veut que l'endroit soit le tombeau d'une femme qui serait morte de froid en tentant de rejoindre la ville de Saint-Flour et que son mari l'aurait enterrée sur le lieu de son
dernier soupir. Pourquoi l'avoir enterré sur le lieu de son dernier soupir et pas dans le cimetière du village? Qui est ce mari qui l'a enterré? D'ailleurs, qui est cette femme, surtout? Eh bien, personne Mais est-ce que c'est une femme? Comment ils peuvent savoir que c'est une femme ou un homme? ne le sait. Qui plus est, aucun corps ne se trouve dans le tombeau. Ouais, c'est bizarre. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais il fallait que je vous en parle. Un lieu à part, insolite dans sa simplicité, sans réelle histoire, le mystère pèse dans l'air au-dessus de la sépulture et pèsera pour des siècles encore. Putain. La source du Par. Depuis le début de notre voyage, on découvre des lieux si intrigants et étranges qu'il faut traverser forêts et vallées pour les trouver. Mais celui-ci se trouve, curieusement, en plein centre-ville de Chaudzeg. Oh, j'aime bien la qualité de caméra. Et la musique est bien choisie. Sous vos yeux coule la source du Par, dont la température de l'eau est de 82 degrés, ce qui en fait l'une des sources les plus chaudes d'Europe, d'où toute cette vapeur que vous pouvez voir s'échapper du sol. Son nom de Par lui vient du verbe parer, soit enlever les soies du cochon, car c'est ici que l'on venait jadis pour les épiler afin de pouvoir ensuite les consommer. Durant l'Antiquité, les Romains vont adorer l'endroit et bien sûr le transformer en village thermal. Durant le Moyen-Âge, on apprend à utiliser cette eau pour chauffer les maisons et on y baigne les lépreux. La source devient plus qu'une simple curiosité, elle devient le souffle vital de la ville elle-même. On disait même que les villageois s'y réunissaient pour faire cuire leurs œufs. Mais un jour, l'église va commencer à s'y intéresser. Alors non, elle ne va pas la bannir ou quoi que ce soit, aucun culte païen ne semble Non, on va faire payer aux citoyens. y être attaché. Non, l'église va justement voir un miracle de Dieu dans cette eau désormais sacrée. Et si boire de cette eau permettait de guérir toutes les maladies? Une tradition va naître. La veille de la Saint-Jean, des centaines de fidèles se rendent à la source pour boire le plus possible l'eau de cette fontaine divine, en très grande quantité comme il était recommandé par l'Église. Malheureusement, ce n'est pas l'eau miraculeuse derrière notre belle cascade de tout à l'heure. L'eau du Par est à 82 degrés. La tradition tuera, au fil des années, des centaines de fidèles. Putain. Notre voyage s'achève entre les monts, aux ruines d'un sanctuaire Comment qui ça s'appelle portait autrefois Comment ça s'appelle? La chapelle du Cantal. le nom de son propre département, la chapelle du Cantal. Putain, les oiseaux ils ont chié dessus, putain. Dressée au Puy Gros à 1500 mètres d'altitude, la structure semblait comme veiller sur les contrées, et personne n'aurait pu penser qu'elle ne serait plus qu'un gros tas de cailloux aujourd'hui. Fondée le 22 août 1687 par Jean Rigal de la célèbre famille d'Escorail, ce sanctuaire était destiné à tous les bergers qui vivaient dans les monts, à la fois pour assurer le service religieux dans les hauteurs, mais aussi bien sûr pour permettre à Dieu de protéger le bétail. Cependant, lors de la Révolution le siècle suivant, l'endroit sera détruit puis totalement laissé à l'abandon. Un lieu qui n'aura donc à peine le temps de briller, qui nous a laissé peu d'écrits et qui n'est même pas protégé au titre des monuments historiques. Putain. Néanmoins, et c'est ça qui est intéressant, selon l'abbé Pouillès, les pierres de la chapelle du Cantal furent utilisées pour construire l'église de Vigourou. De plus, chaque juillet, le curé de Vic-sur-Serre y célèbre la messe des bergers. L'endroit est ainsi peut-être mort, mais il reste vivant à sa manière. Sans sa destruction, il n'y aurait pas l'église de Vigourou. Et malgré sa destruction, une messe y est toujours célébrée. Combien de menhirs païens ont été réutilisés par les chrétiens? Combien d'anciens temples romains ont été transformés après leur chute? Combien d'églises ont été détruites pour que leurs matériaux puissent servir? Il y a tellement de choses qu'on ne connaîtra jamais, tellement de choses qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. En plus, des fois, l'histoire, des fois, c'est faux ce qui est écrit dans l'histoire.
chaud. C'est chaud en vrai. Ça fait chier de se dire qu'on saura jamais. Ça qui est bien avec l'histoire, mais ça qui est flippant avec l'histoire aussi, c'est qu'en gros, on saura jamais. Putain. À de nouvelles constructions. L'histoire des croyances et des légendes de France, tout comme nos temples et nos sanctuaires, s'inscrivent dans un immense flot du temps où se mêlent construction et destruction, où s'entremêlent en même temps la foi et la superstition, les cultes préhistoriques, païens, celtiques, romains, chrétiens. Tout se tisse et se mélange sans jamais se perdre réellement. Ici, on a détruit une chapelle puis construit une église grâce à elle. Là-bas, on a détruit un rocher pour créer une nouvelle chapelle. Encore là-bas, plus loin, se cache une antique source druidique. Par ici, un ancien village qui devient le théâtre de faits machiavéliques ou une cascade qui sert de repère à un génie. Toutes ces légendes, bien différentes, coexistent pourtant et témoignent de la pluralité des cultes et des histoires qui étaient racontées selon les lieux et selon les siècles. Et de la même manière que les pierres de cette chapelle ont été réutilisées pour en créer une autre, toutes ces légendes peuvent être remaniées, transformées pour créer des livres, des BD, des séries d'animation. On se faire de l'argent. Durant ce perpétuel mouvement qui souffle et soufflera toujours sur le folklore de France. Le Collège Noir, c'est disponible dès maintenant sur ADN, je vous mets le lien en description. Tous les épisodes sont gratuits, alors laissez-vous embarquer dans cette aventure déjantée dans les terres riches et mystérieuses du Cantal. Allez, on soutient cette production française. Je vous souhaite un bon visionnage et quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour explorer de nouveaux lieux étranges, toujours plus étranges. La bise! Putain. Stylé. Boum. On met like. Mais je suis abonné. Pourquoi je suis pas... Ok. J'étais abonné pourtant. Bon. Putain. Waouh. Oh bah merde. Supprimer. Hop. Franchement. Très bonne vidéo. Moi j'ai aimé. Je conseille d'aller la voir. Je vais peut-être aller la revoir de mon côté en plus en privé. Pour aller voir si je pourrais aller dans ces lieux. Et franchement. Très bien. Très bonne vidéo. Je crois que je vais aller regarder d'autres vidéos après dans un instant, je suis pas sûr. Mis à part ça, je vous dis salut. À la prochaine, c'est ça. Bye. Et abonnez-vous à Didi. Et à moi si vous avez envie.